Vous avez probablement entendu parler des tragiques incidents des vols AT-70 et 2500 au Brésil. Officiellement, on a parlé d'une simple défaillance technique, une erreur qui a tourné à la catastrophe. Mais que penseriez-vous si je vous disais que ces tests sont complètement truqués? La vérité, c'est que cet accident était entièrement orchestré. À bord de cet avion se trouvaient 8 médecins qui venaient de découvrir un remède contre le cancer. Ces médecins n'ont jamais atteint leur destination. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui s'est réellement passé lors de ce vol, et surtout, qui a organisé cette attaque, déguisée en accident. Je m'appelle Ricardo Torres. Ou, devrais-je dire, je l'étais avant que tout cela ne se produise. Je suis ingénieur en aéronautique, avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai tout vu, des défaillances mécaniques aux accidents évitables causés par pure négligence. Je n'ai jamais eu peur de dénoncer des irrégularités. C'est pourquoi beaucoup me regardent avec méfiance. Ceux qui n'osent pas parler me considèrent souvent comme un problème. Je vis à Sao Paulo avec ma femme, Helena, et nos enfants, Lucia et Gabriel. Ma famille est la seule chose qui me permet de tenir dans cette industrie qui, parfois, me dégoûte. Un jour d'octobre, alors que j'inspectais un avion dans le hangar, j'ai reçu un email étrange. L'adresse de l'expéditeur était inconnue, et en l'ouvrant, j'ai aperçu le logo d'une grande société pharmaceutique américaine. Il me proposait de participer à une réunion à New York, avec à la clé une grosse somme d'argent et la promesse d'une opportunité unique. Ma première réaction fut de l'ignorer, mais l'argent aurait été bien utile. Après tout, je devais m'assurer que mes enfants puissent poursuivre leurs études. Helena, elle, était sceptique. Elle m'a demandé pourquoi une entreprise pharmaceutique voudrait rencontrer quelqu'un comme moi. Honnêtement, je ne savais pas quoi lui répondre. Je lui ai dit que cela devait être une question logistique, car ces sociétés transportent souvent des marchandises sensibles. Elle a hoché la tête, sans pour autant être totalement convaincue. Finalement, je lui ai promis que je rentrerai en quelques jours, puis j'ai pris l'avion pour New York. L'hôtel où j'étais logé était impressionnant, bien au-delà de mes habitudes. Les chambres étaient froides, impersonnelles. Depuis la fenêtre, je pouvais contempler la ville illuminée en contrebas. Cette première nuit-là, j'ai à peine réussi à fermer l'œil. J'ai relu cet email encore et encore, essayant de déceler un indice, quelque chose qui expliquerait pourquoi j'étais là. La réunion était prévue pour le lendemain matin, dans les locaux de l'entreprise pharmaceutique, selon le message. Je devais passer une vérification de sécurité rigoureuse avant d'y entrer, et je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je suis arrivé tôt au bâtiment, qui était entouré de hautes fenêtres et de gardes peu avenants. Après plusieurs contrôles de sécurité, on m'a fait attendre dans une pièce immaculée, presque aseptisée. Assis sur une chaise inconfortable, je regardais l'heure en me demandant si tout cela en valait la peine. C'est là que j'ai commencé à ressentir une étrange tension dans l'air, comme un pressentiment. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils avaient fait appel à moi, un simple ingénieur en maintenance. Un homme en costume gris est venu me chercher et m'a conduit dans une salle de conférence. Il s'est présenté comme représentant de la société, sans jamais mentionner son nom. Il a commencé à évoquer un projet secret et la manière dont je pourrais y contribuer, mais ses paroles étaient vagues et floues. Il ne m'a donné aucun détail concret, insistant seulement sur l'importance de la discrétion et sur la valeur de mon expertise. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si tout cela n'était pas un piège. Pourquoi tant de mystère? Pendant qu'il parlait, des bribes d'une conversation que j'avais eue il y a des années avec un collègue me sont revenues en tête. Les puissants feraient n'importe quoi pour protéger leurs intérêts, et jamais je n'aurais imaginé me retrouver impliqué dans quelque chose de ce genre. Pourtant, là j'étais, à New York, entouré de personnes que je ne connaissais pas, sur le point de me plonger dans une situation qui sentait le danger. Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que ce voyage marquerait le début d'un tournant dans ma vie. La salle de réunion était élégante mais oppressante, avec des murs recouverts de panneaux en bois sombre. Le seul bruit perceptible était le ronronnement constant de la climatisation. Je m'assis face à deux hommes qui ne cherchaient pas à cacher leur froideur. Tous deux portaient des costumes impeccables, sombres, et avaient ce regard typique des grands cadres, habitués à manipuler la vie des autres sans sourciller. L'un d'eux, apparemment le dirigeant, prit la parole avec un ton décontracté. Il m'expliqua que ce n'était pas une simple proposition d'emploi, mais une collaboration spéciale. Il mentionna que leur entreprise s'intéressait à un vol prochain, celui d'un ATR-72 à 500 qui devait décoller de Sao Paulo dans quelques jours. Je ne comprenais pas encore en quoi cela me concernait, mais je l'écoutais attentivement. Puis, après une courte pause, il lâcha l'information. Ce vol transporterait 8 médecins renommés, des scientifiques qui venaient de faire une découverte capable de bouleverser le monde. Un remède contre le cancer, une guérison totale. Il prononça ces mots comme s'ils n'avaient aucune importance.
Si cela devenait public, dit-il, ce serait la fin pour beaucoup d'entreprises, y compris la nôtre. Je restais silencieux, tentant de digérer ce que je venais d'entendre. Ces médecins détenaient une solution qui rendrait obsolètes les traitements coûteux et interminables. Au lieu de me sentir impressionné, un vide s'est emparé de moi. Il y avait quelque chose de profondément pervers dans la façon calme et détachée avec laquelle ils me parlaient. Quand je leur ai dit que je n'avais aucun lien avec ce vol ou ces médecins, l'atmosphère a brutalement changé. Les exécutifs, qui jusqu'alors parlaient de manière vague, sont passés à l'attaque. Le deuxième homme, sans un mot, a activé un écran sur le mur. Et là, devant moi, j'ai vu Elena, Lucia et Gabriel. Des images de ma femme et de mes enfants, prises avec une précision terrifiante, défilaient sur l'écran. Ils connaissaient tout, les allées et venues de mes enfants, leur école, le supermarché où Elena faisait ses courses chaque semaine. Si vous refusez de coopérer, votre famille en subira les conséquences, a déclaré le chef, avec une froideur qui m'a glacé le sang. Il voulait saboter l'avion, faire en sorte que ces médecins n'atteignent jamais leur destination. Ce ne sera pas seulement notre ruine économique, mais aussi la vôtre et celle de vos enfants, a-t-il ajouté, me fixant droit dans les yeux. J'ai essayé de négocier, de leur dire que je ne pouvais pas faire ça. Mais ce n'était plus une demande. C'était un ordre. Et refuser n'était pas une option, pas avec la sécurité de ma famille en jeu. Mes mains ont commencé à trembler, et la sueur froide qui perlait sur ma nuque m'empêchait de parler. Ils n'écoutaient pas mes objections, répétant inlassablement que j'avais deux choix, accepter ou tout perdre. Finalement, j'ai cédé. Je savais que j'avais perdu dès l'instant où j'avais franchi la porte de cette salle. Les deux hommes ont simplement hoché la tête, satisfaits, avant de me dire qu'un vol m'attendait ce soir-là pour rentrer à Sao Paulo. Je pris mes affaires et quittai les lieux, avec la sensation amère d'avoir signé ma propre condamnation. Cette nuit-là, les mots de leurs menaces résonnaient dans ma tête comme un écho insupportable. De retour à Sao Paulo, je me suis assis dans mon petit appartement, tentant de digérer ce à quoi j'avais consenti. J'avais vendu ma conscience pour protéger ma famille, et il n'y avait plus de moyen d'échapper à ce piège. Je savais qu'un jour ou l'autre, il me faudrait honorer cette promesse funeste, et que le prix à payer serait bien plus élevé que ce que j'étais prêt à accepter. J'étais rentré à Sao Paulo, lourd de corps et d'esprit, avec un poids invisible pesant sur mes épaules. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression d'être surveillé, et dans ma tête, les images de ma femme et de mes enfants tournaient en boucle. Je n'avais plus le choix, il me fallait exécuter ce qu'on m'avait ordonné. Le vol des médecins était prévu pour le lendemain, et je devais m'assurer qu'ils ne parviendraient jamais à destination. Tôt le matin, je me suis rendu à la base de la compagnie aérienne. LAT-70-200, un avion sur lequel j'avais travaillé d'innombrables fois, m'attendait dans le hangar. Je m'en suis approché, et pendant un instant, il me sembla que ce n'était qu'un avion parmi tant d'autres, une machine conçue pour transporter des gens en toute sécurité. Mais à cet instant précis, tout était différent. Cet avion allait devenir un piège mortel, et j'avais la responsabilité d'en activer le mécanisme. J'ai enfilé mes gants et préparé mes outils. Chaque geste était accompagné d'une lutte intérieure pour étouffer le remords qui me rongeait. Je me suis accroupi sous la carlingue et ai commencé à ouvrir les panneaux. Les entrailles de l'appareil s'étalaient devant moi, et je connaissais chaque pièce, chaque circuit. Déconnecter certains systèmes, manipuler d'autres, c'était un travail que je pouvais faire les yeux fermés. Mais ce jour-là, chaque action ressemblait à une condamnation. Mes pensées oscillaient sans cesse. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ces médecins, à ce qu'ils s'apprêtaient à accomplir. Ils avaient découvert quelque chose qui aurait pu sauver des millions de vies, et pourtant, leur nom n'entrerait pas dans l'histoire pour cette découverte, mais pour un accident absurde. Les gens liraient la nouvelle dans les journaux, l'oublieraient en quelques jours, et la vie reprendrait son cours. Personne ne connaîtrait la vérité, sauf moi. J'ai commencé à manipuler le système de contrôle de l'appareil, faisant des ajustements pour garantir que tout échouerait en plein vol. Mes mains étaient glacées, malgré tous mes efforts pour les maintenir stables. En continuant, j'ai remarqué un collègue qui m'observait de loin. Je lui ai fait un signe de la main, un geste de routine. Je ne pouvais pas me permettre d'interrompre ou de soulever des soupçons. À chaque coupure, à chaque connexion altérée, ma respiration devenait plus lourde. J'essayais de ne pas penser à ma famille et de me concentrer sur le travail, mais la peur ne me quittait pas. Ce n'était pas seulement pour eux, mais aussi pour ce que j'étais en train de faire. Cet avion sur lequel j'avais travaillé tant de fois était devenu le symbole de ma propre chute. J'avais terminé le sabotage plus rapidement que prévu. Tout devait passer pour une défaillance mécanique, l'un de ces accidents tragiques qui se produisent de temps en temps. J'ai tout vérifié 2 fois, m'assurant qu'il n'y avait aucune trace de mon intervention. C'était un travail propre, sans preuve.
mais je savais que ma conscience, elle, ne resterait jamais la même. Le silence du hangar m'enveloppait, comme si l'avion lui-même comprenait l'horreur que j'étais sur le point de déclencher. Finalement, je me suis assis un moment à côté du train d'atterrissage, la tête entre les mains. J'avais fait ce qu'il m'avait demandé, mais en même temps, j'avais sacrifié une partie de moi-même. La peur m'a submergé, et j'ai compris à ce moment-là que peu importait à quel point mon travail était minutieux, ou à quel point l'accident semblait crédible. Le poids de ce que je venais de faire me poursuivrait pour toujours. Le matin du décollage, j'étais dans la salle de contrôle. Il m'avait dit que je devais être là pour surveiller le vol, comme s'il était nécessaire de me rappeler l'enfer que j'avais contribué à déclencher. L'ATR 72500 est apparu comme un point sur le radar, se déplaçant lentement. Alors qu'il commençait son ascension, tout autour de moi, les techniciens observaient leurs écrans sans se douter de ce qui allait se passer. L'avion avait décollé, et pendant les premières minutes, tout semblait se dérouler normalement. Mon regard était fixé sur l'écran radar, suivant le point représentant l'ATR 72500 qui avançait lentement sur sa trajectoire. J'essayais d'avaler ma salive, mais ma gorge était tellement sèche que c'était impossible. Mes mains, cachées sous la table, tremblaient de manière incontrôlable. Puis, 10 minutes après le décollage, une alerte d'erreur s'est mise à clignoter à l'écran. Le technicien à mes côtés commença à marmonner quelque chose au sujet d'une défaillance du système de navigation. Les pilotes parlaient vite, essayant de maintenir l'altitude, mais déjà, sur le radar, on pouvait voir que l'avion commençait à descendre de façon alarmante. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Je faisais de mon mieux pour garder un visage impassible tandis que je regardais la tragédie se dérouler sous mes yeux. Mais la tension devenait insupportable. Soudain, les voix des pilotes devinrent paniquées, suppliant des instructions. Ils savaient qu'il allait s'écraser, et moi aussi. C'était inévitable. J'observais alors que le point sur le radar déviait de sa route, se dirigeant tout droit vers une zone résidentielle. Les autres techniciens se mirent à s'agiter, lançant des ordres et rédigeant des rapports, mais je restais figé, incapable de bouger ou de dire quoi que ce soit. J'étais paralysé, regardant les minutes s'étirer en une éternité. L'avion chutait rapidement, et tous les systèmes de surveillance se remplissaient d'alertes. Je vis le moment exact où l'ATR 72500 percuta une rangée de maisons. Il y eut une lueur sur les écrans, puis le silence. Le point disparut du radar. Mais dans mon esprit, je continuais à voir l'avion enveloppé dans les flammes, détruisant tout sur son passage. À cet instant, je réalisais que je venais de tuer non seulement ces médecins, mais aussi des innocents qui n'avaient rien à voir avec cette monstruosité. La salle était devenue un véritable chaos, des cris résonnaient, les téléphones sonnaient, tandis que je restais silencieux, comme si mon âme avait été arrachée. Je sentais la sueur froide couler le long de mon dos, et la culpabilité serrer ma poitrine. Tout le bruit autour de moi semblait s'effacer, ne laissant que les voix des exécutifs à New York résonner dans ma tête, répétant que ces médecins constituaient un risque qu'il fallait éliminer. Je scrutais les écrans, espérant en vain voir quelque chose, que l'avion réapparaisse sur le radar, mais il n'y avait rien, juste des débris en flammes dans un quartier résidentiel, des familles entières. Il n'avait aucune idée de pourquoi il venait de tout perdre. L'horreur de mes actions me frappa de plein fouet, et je réalisai que j'avais détruit la vie de plus de gens que je ne pouvais le compter. Le pharmacien avait réussi, mais à un prix qu'il ne pourrait jamais comprendre. Au milieu du tumulte, je me levai et marchai vers la sortie, le visage pâle et l'esprit engourdi. Je savais que ma vie, comme celle de tous ceux qui venaient de périr, ne serait plus jamais la même depuis cet accident. J'avais à peine la force de respirer, la culpabilité était un fardeau insupportable. Mais la menace pesant sur ma famille continuait de m'opprimer. Chaque fois que je regardais Elena et mes enfants, je ressentais un remords profond, comme si une lame me transperçait. Je savais que toute tentative de révéler la vérité pourrait les mettre en danger, mais je ne pouvais pas rester silencieux pour toujours. Quelques jours plus tard, je reçus un appel. Une voix inconnue, mais je reconnus ce ton, la même froideur que celle des exécutifs qui m'avaient piégé. Ils me félicitèrent, comme si j'avais accompli quelque chose d'admirable, me disant que j'avais fait un excellent travail et que je pourrais être utile pour d'autres projets à l'avenir. Ils discutaient avec une indifférence glaciale, comme si la mort de ces médecins n'était qu'un détail sur leurs agendas. J'avais la nausée, mais je parvins à garder mon calme jusqu'à ce que je raccroche. Des heures plus tard, je vis qu'un dépôt avait été effectué sur mon compte, une somme d'argent que, dans d'autres circonstances, il aurait été impossible de refuser. Mais ce montant, plus que n'importe quelle menace, me fit comprendre à quel point j'étais tombé bas. Je savais que cet argent était taché de sang. C'était le paiement d'un travail que je n'aurais jamais dû accepter. Je le regardai longtemps,
ne pouvant m'empêcher de sentir que cet argent avait une odeur nauséabonde, le poids des vies que j'avais sacrifiées pesant sur mes épaules. L'idée de me racheter prenait forme dans mon esprit. Je ne pouvais pas laisser ces personnes s'en tirer impunément. Je faisais face à un ennemi puissant, mais il y avait encore quelque chose que je pouvais faire. Pendant des jours, je rassemblais des preuves et des documents, des dossiers de maintenance, des communications et tout détail susceptible de relier la compagnie pharmaceutique à l'accident. Je me fichais des conséquences que cela pourrait avoir sur moi, il me fallait que la vérité éclate au grand jour. Un jour, je cachais les preuves dans un endroit sûr, loin de tout soupçon. Je savais que le temps jouait contre moi, mais au moins j'aurais une lueur d'espoir que quelqu'un, à un moment donné, découvre ce qui s'était réellement passé. Je regardais ma famille une dernière fois, sans savoir comment leur expliquer que mes actions seraient une culpabilité qui ne me quitterait jamais. L'argent sur mon compte était un rappel constant de ce que j'avais fait, de la manière dont j'avais été manipulé, et comment j'avais laissé cela arriver. Je sortis de chez moi, lançant un dernier regard à la porte. Je savais que le pas que j'étais sur le point de faire était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Je n'étais plus seul. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de tenter de trouver un semblant de paix au milieu de l'horreur que j'avais contribué à créer. Il ne fallut pas longtemps avant que les exécutifs ne commencent à s'interroger sur moi. Je n'étais pas un novice, je savais qu'ils me surveilleraient de près. À un moment donné, ils remarquèrent quelque chose, peut-être les mouvements sur mon compte, ou peut-être réalisèrent-ils simplement que je n'étais pas revenu à ma routine habituelle. C'est alors que je compris que la compagnie pharmaceutique était à mes trousses. Il était trop tard pour faire marche arrière, ils savaient que je savais trop de choses. J'expliquais à Elena ce que je pouvais, juste assez pour qu'elle comprenne que nous devions disparaître. Je n'avais pas le temps pour des questions ou de longues explications. Je lui demandais simplement de me faire confiance. Cette même nuit, nous prîmes quelques affaires et laissâmes Sao Paulo derrière nous. Chaque regard de mes enfants, plein d'incompréhension, était difficile à supporter, mais je ne pouvais pas m'arrêter pour leur expliquer. Nous devions agir vite. Pendant des semaines, nous devenions des fugitifs, logeant dans des motels bon marché, à peine échanger des mots, nous nourrissant de ce dont nous avions besoin et nous déplaçant avant l'aube. Je savais que je ne pourrais pas les protéger indéfiniment, et chaque jour, la peur de ce qui pourrait arriver pesait lourdement sur moi. Chaque fois que nous arrivions dans une nouvelle ville, j'étais envahi par la peur que cette fois-ci, ils nous trouvent. Nous changions d'identité, évitions les cartes de crédit, tout ce qui pouvait nous trahir, mais c'était comme vivre sous une ombre constante. Je me sentais toujours un pas en avant de ceux qui nous poursuivaient. Nous dormions en alternance, je restais éveillé, surveillant l'entrée du motel avec l'anxiété d'un animal acculé. Le moindre bruit me faisait sursauter, et chaque fois que je voyais une voiture inconnue, je pensais qu'il avait enfin retrouvé notre trace. Mes enfants et ma femme dormaient paisiblement, sans se douter du véritable danger qui les guettait, mais moi, je savais. Je savais qu'à tout moment, ces hommes pouvaient surgir et effacer toutes les traces de notre existence. Parfois, j'étais sur le point de céder, je sentais que je n'avais plus de force, mais la peur pour ma famille me donnait la force de continuer. Je savais que la compagnie pharmaceutique ne s'arrêterait pas. Elle avait les moyens de découvrir tout ce que j'avais caché, les preuves et les documents qui pouvaient faire s'effondrer leur empire. Peut-être était-ce la seule chose qui me retenait, l'espoir qu'un jour la vérité serait révélée et que ma famille pourrait vivre en paix. Nous nous cachions dans un motel miteux, à la périphérie de chaque ville. Je regardais Elena et les enfants dormir profondément et me demandais combien de temps nous pourrions continuer ainsi. Chaque nuit, je me posais la même question et trouvais toujours la même réponse, aussi longtemps qu'il le faudrait. Je savais que la menace était plus proche que je ne pouvais le supporter, mais j'étais prêt à tout pour protéger ma famille. Après plusieurs semaines de fuite, nous découvrîmes une cabane isolée au milieu des arbres, loin de toute route fréquentée. Le silence qui régnait ici était assourdissant, mais il ne me procurait pas la paix que j'espérais. Même dans cet endroit retiré, je sentais que le danger était encore présent, me guettant à chaque instant. Au milieu de nulle part, je ne pouvais m'empêcher de sentir la présence invisible de la compagnie pharmaceutique. Je savais qu'ils nous cherchaient, que chaque seconde était un prêt, et que le compte à rebours continuait. Malgré tout, nous avions besoin de repos, et cette cabane deviendrait notre refuge, du moins pour un certain temps. Les nuits dans cette cabane étaient les pires. L'obscurité et le silence, qui pour d'autres seraient une bénédiction, devenaient mes ennemis. Dès que je parvenais à m'endormir, les rêves se transformaient en un défilé de visages de ces médecins. Leur voix, étouffée par le bruit de l'accident, me hantait dans mes songes, comme si elle me rappelait sans cesse le prix de ma trahison. Dans mes moments de plus grand désespoir, je me penchais à la fenêtre, scrutant la forêt à la recherche de signes indiquant que nous avions été découverts. J'étais toujours en alerte, mes sens en émoi,
comme si je pouvais percevoir les pas des agents de la compagnie pharmaceutique parmi les arbres. Je savais que notre temps ici était limité, que chaque jour pourrait être le dernier. Et malgré tout, la vérité que j'avais cachée pourrait ne jamais voir le jour. J'avais laissé des preuves, mais je savais que la probabilité qu'elles soient découvertes était minime. Elles étaient bien dissimulées, mais la compagnie pharmaceutique avait le pouvoir, et il pourrait les détruire avant qu'elles n'atteignent les mains de quelqu'un qui pourrait les utiliser. Je vivais dans la peur constante que mon sacrifice ait été vain, que ces vies que j'avais prises ne trouvent jamais justice, et que la société continue son chemin, écrasant tout sur son passage. Parfois, lors de ces nuits où la solitude devenait supportable, je me demandais s'il valait vraiment la peine de continuer à lutter. Avait-il un sens de rester caché, sachant que le pouvoir de ces personnes était absolu? Mais ensuite, je pensais aux médecins, à leurs recherches et à la guérison qu'il avait essayé d'apporter au monde. Même si le monstre semblait l'emporter maintenant, je devais croire que la vérité pourrait un jour émerger. Peut-être pas de la manière dont je l'espérais, mais j'avais foi que l'héritage de ces médecins ne mourrait pas avec moi. Pour l'instant, je n'avais d'autre choix que d'attendre, de porter le poids de ma culpabilité et de vivre dans l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, la justice serait rendue. Je sentais le temps m'échapper, et chaque jour qui passait, la cabane semblait de plus en plus être une prison qu'un refuge. C'était incertain, et je ne saurais peut-être jamais le dénouement, mais tant que je le pouvais, je continuerais à espérer, m'accrochant à la conviction que le sacrifice n'avait pas été vain, et qu'un jour, la vérité sortirait de l'ombre.